Ces images sont comme les premières pages d'un grand poème sauvage qui, entièrement tourné en Suisse romande, s'engage à vous faire pénétrer dans l'intimité des animaux qui nous entourent et qui sont souvent beaucoup plus proches que l'on imagine de notre environnement quotidien et familier. Pourtant, sur ces animaux plane la menace de voir leur biotope disparaître. Il est dans l'intérêt de tous de leur préserver des milieux intacts, prairies saines, zones humides non assainies, forêts dont la gestion doit maintenir la diversité des espèces. Ainsi peut-être, tout comme moi, vous pourrez les voir encore en liberté. Ce documentaire ne raconte aucune histoire. Les animaux n'y ont reçu aucun nom les personnifiant. Mais il est une invitation à traverser les saisons, par tous les temps, pour le simple plaisir de celles et ceux qui savent admirer la beauté d'un paysage et qui aiment le vrai, qui aiment la nature, tout simplement. Sous cette blancheur immaculée qui paraît sans vie, parcourt déjà le frémissement du renouveau. Brisant ses festons de glace, la broie retrouve elle aussi sa liberté. Depuis quelques jours, le soleil a réchauffé la terre à travers la neige. Sous l'action de l'eau et de la lumière, le miracle s'accomplit. En robe crinoline, les jolies princesses de Mars se mettent à danser au souffle du destrier blanc, portant le chevalier de leurs rêves.
Même de glace, nul ne peut résister aux effluves du printemps. La fonte des neiges du Jura s'est amorcée. Des coteaux, l'eau ruisselle et remonte des entrailles de la terre pour remplir un grand puits d'amour, celui de la Venoge. Cette rivière, encore frileuse, hésite avant de remplir son lit. L'eau est si pure que l'on peut voir les naïades. C'est le Chaudron, source principale. Puis c'est le grand seau à la Tine de Gonflant. Bientôt, le tumulte des eaux de fonte fait place aux vocalises mélodieuses du merle, qui prête le jaune de son bec aux fleurs du Mormont. Lieu de pèlerinage, au premier printemps, pour un rendez-vous avec la nature. Dans les sentiers, des sensations et des émotions retrouvées à travers la Chênaie et le Corridal creux où l'on peut encore rêver aux pervenches. Quelques fleurs sont déjà au rendez-vous. Les pulmonaires, les violettes, le tussilage, les scillas, les anémones hépatiques. Grand rendez-vous aussi pour les grenouilles rousses, dont le chant d'amour remplit le marais. Si vous voulez entendre leur concert, c'est au premier chaud soleil de mars qu'il faut s'y rendre. Sous son air de commère toujours fâché, la foulque macroule.
La poule d'eau qui s'affaire aussi a trouvé pitance. Laissant ses congénères se quereller, la foulque pense déjà famille. Alors de roseaux, son nid sera vite construit. Sur nos lacs, le héron est devenu familier et fait presque oublier son élégante beauté. Voyez-le sur le miroir de l'étang, il avance sans que l'onde ne brise son image. Ses longs doigts ne s'enfoncent que très peu dans la vasière. À sa pupille ronde et fixe, rien ne pourra se dérober. Très discrète, la poule d'eau se fait rare. Le mâle se distingue par son plumage foncé et le rouge de son bec. La bergeronnette grise, surnommée aussi lavandière pour son goût des berges, et la proximité de l'eau. Dans la clarté de l'aube, juste au moment où le bord du soleil va pointer derrière la colline, le faisan sort des broussailles pour aller au champ clos. Venu d'Orient, le faisan est polygame et se plaît à jouer les seigneurs pour faire des faisanes ses courtisanes. Rouge et belliqueux, il provoque les batailles. Venu des Landes et des marais côtiers du Nord, le courlis cendré séjourne volontiers sous nos latitudes en hiver. Farouche, il reste assez difficile à observer. Pourtant, ces quelques sujets ont été filmés entre Morges et Brévranges, où ils reviennent pour le bain dans cette petite oasis. Il n'y a plus à en douter. Le printemps est bien là. Le pollen des saules s'offre aux ouvrières butineuses qui remplissent leurs corbeilles.
En forêt, tout semble calme au bord de l'étang. Seul l'écureuil s'agite. Des effluves de musc et de terre remuée m'ont aussi mis en alerte, et ainsi averti, je peux assister au spectacle peu commun de voir passer en plein jour la harde sauvage. Meneuse, accompagnée d'écuyers, de bêtes rousses, de marcassins et aussi d'un grand mâle. Bien qu'habitué à de telles rencontres, mon cœur palpite d'émotion. C'est beau, et dire que cela se passe dans nos forêts. Même les colverts ont arrêté leur parade amoureuse. On les devine inquiets et prudents. Et c'est là que commence le travail du cinéaste animalier. Mieux encore que le braconnier, le vrai. Il faut avoir une connaissance complète du comportement des bêtes sauvages, connaître leurs habitudes, leurs passages, les meilleurs moments, reconnaître les indices de présence, être à bon vent et ainsi pouvoir filmer sans être vu. L'importance aussi de développer des sens olfactifs et de reconnaître par les effluves la proximité des sangliers ou des cerfs, mâles ou femelles, stressés ou donnant l'alarme. Les odeurs ne sont pas du tout les mêmes. Mais loin de moi l'idée de l'exploit. Ma motivation est avant tout liée au goût du vrai. Le goût pour tout ce qui est beau et encore intact, comme ce parterre d'anémones, Sylvie. Les primevères et toutes ces couleurs et toutes ces rencontres. Dame Nature, devant nos yeux, tourne les pages du plus grand des livres, celui de la création, où nulle chose n'est là par hasard. Il y a une place pour chaque vie, et chaque vie est à sa place. Comme ici, le sanglier dans une forêt de chênes. S'il sort du bois, c'est pour s'ébattre et jouer. Les saisons passent si vite, il ne faut rien manquer. Aurons-nous assez de temps dans notre vie pour voir tout ce qui nous entoure? Il est trop tard pour attendre. C'est maintenant qu'il faut regarder, qu'il faut prendre conscience que tout cela existe. Par la puissance de sa lumière, le soleil fabrique de la chlorophylle par photosynthèse pour les feuilles qui sont le moteur de l'arbre. Dans la hêtraie, il y a comme une odeur de farine. C'est l'enveloppe des fleurs qui éclate. L'autour des palombes est de retour sur son nid.
Quelques jours plus tard, le grand être protège dans ses bras les 2 bébés de l'autour. Que de mystères encore cachés sous la couronne des grands arbres. Beaucoup de choses nous échappent. Une jeune martre. Quand on pénètre dans la forêt, à chaque pas fait dans ce temple des arbres, une vie si dense se dévoile à nous, foisonnante, surprenante, partout, dans les clairières, les épais taillis, derrière d'autres rideaux d'arbres, au sommet des branches moussues, dans les troncs creux, près des mouilles et des vasières, des lisières et des rivières. Les bêtes au crépuscule. Depuis la nuit des temps, elles sont là. Elles ont trouvé leur place. Qui, à part l'homme, peut rompre cette harmonie, cet équilibre? Sommes-nous les maîtres de la nature? En peu de temps, on a vu le lièvre, la martre, l'écureuil, le ramier, le piquet-pêche, le hibou, les chevreuils, le cerf, les sangliers, le blaireau, le castor et le martin pêcheur. Le printemps et l'été ont si vite passé que, sans prévenir, l'automne est déjà de retour. Nouvelle page du grand livre, avec un brin de nostalgie embrumée. Et pourquoi pas un autre regard sur la beauté?
le regard de la contemplation. Derrière ces rideaux de brume, la grande forêt cache ses trésors et ses mystères. Le noble et sauvage symbole de la sylve, le cerf, la bête de légende, incarnation émouvante de ces grandes créatures errantes que la forêt aime et dérobe comme le plus beau de ses secrets. Mi-septembre, de la terre humide monte déjà l'odeur prenante des feuilles tombées, des moisissures et des champignons. Envoûtante et étrange atmosphère. Apparition et sortilège qui accentuent la sauvagerie des lieux. Un coup de chance, apercevoir les lutins des bois, les gélinottes. Les rairs lancés sont autant d'appels et de provocations pour leurs adversaires. Les cris rauques et graves traversent l'espace et même les vallées. Bien qu'encore jeune, celui-ci arbore avec fierté ses 14 corps. C'est un prince. C'est maintenant que le grand cerf rassemble les femelles et se prépare aux rutes. Il n'hésite pas à parcourir des kilomètres, suit les coulées, s'arrête aux souilles, s'attarde sur les fumées pour y déchiffrer le message de leurs dispositions amoureuses. Mais les biches craintives restent cachées. Ces incantations sauvages sont synonymes de défis pour leurs rivaux. Cependant, les affrontements en combat restent rares. Et si l'adversaire ne se sent pas à la hauteur, il préfère s'esquiver. Les mugissements aux arpèges rauques et sonores résonnent dans la montagne. Les premières heures de l'automne couvrent déjà d'or la pointe des mélèzes.
Des Alpes, nous passons au Jura, où le chamois a aussi sa place, dominant les immenses forêts. Le forçat du temps. Il est là depuis si longtemps. Mosaïque de couleurs, en feuilles d'érable, composée par les génies des bois. Inquiétant grincement des portes d'octobre qui se ferment et s'ouvrent aux clartés des lumières qui empourprent le feuillage des grands arbres et des colliers de fusain. En long cortège, elles partent pour un voyage sans retour, au gré des eaux de la Broye. Au fond des gorges, dans le creuset des lapiers, pour le souvenir, quelques feuilles sont restées, gardant précieusement les notes du chemin parcouru. Retrouvant la lumière, les anciennes futaies, maintenant dénudées, dévoilent un enchantement imagé de formes bizarres, têtes de lutin ou génies dont l'expression interpelle. Cette rivière aux eaux tranquilles laisse deviner la présence du castor, animal crépusculaire et nocturne. Réintroduit en Suisse il y a une 50aine d'années,
Sous protection, il est heureusement interdit de chasse. Par là même, il perd un peu de sa sauvagerie et se laisse assez bien observer. C'est peut-être l'animal le plus attachant pour qui le fréquente. Laissons le vagabond à sa rivière et repartons à la découverte de ces forêts que l'homme n'a que peu modifiées, où l'on retrouve toute la féerie des contes de notre enfance. Le marais asséché se donne des aires de mangroves tropicales. Les racines et les troncs torturés des aulnes éveillent notre imagination. Et l'on peut voir toutes sortes de monstres de légende, à tête de gnomes et de primates. C'est dans de telles vieilles forêts croulantes et primaires que le sanglier est à l'aise. Au seuil de novembre, les mâles se regroupent et se préparent aux rutes. Sortis de l'ombre et des profondeurs de la sylve, ils se profilent en rardes de guerriers. Bruyants, ils ont mis des cerfs en alerte et c'est une chance à ne pas manquer pour les saisir à l'image. Habituellement, les grands cervidés restent invisibles dans le secret de leur cachette. Épousant la couleur fauve du sous-bois, le tableau que nous avons sous les yeux ne saurait supporter la moindre retouche. Dans le passage, une magnifique laie s'est arrêtée et me regarde. C'est la meneuse. À son signal, toute la compagnie restée à couvert passe sous mes yeux. 4 gros et 7 marcassins de 3 mois environ. Spectacle magnifique qui n'a pas été filmé par hasard. Il faut une connaissance des lieux et des bêtes. Le mulot sylvestre à la recherche d'une cachette. Rendez-vous avec l'aube. Depuis le Jura, un couple de cerfs assiste, comme moi, au lever du soleil. Moment privilégié pour ceux qui se lèvent tôt, Mont-Blanc et Dents du Midi sont à la carte.
le Soleil, cette grande étoile qui fait vivre notre planète. C'est dans cette ambiance, lumière de brume, que les chamois mâles se mettent à courtiser les femelles. Infatigables, ils parcourent le harem, tout en évitant d'effrayer leurs courtisanes. Ce cérémonial d'approche consiste à adopter une attitude typique. Quand le bouc fait sa moue de flairage, on dit qu'il muse. Les jeunes, quant à eux, se soucient peu des événements. Comme leur mère, ils dégustent graminées et plantes aromatisées. Petit à petit, le soleil s'impose sur les brumes, écartant du même coup les mystères de cette animalité dans ses rites et ses rythmes de vie. Il nous ramène presque à la simple carte postale, dont le dessin trop précis coupe l'effet artistique. Mais de telles cartes postales, il ne nous est pas donné d'en contempler à chaque randonnée. Novembre compte ses jours. Les bois de chêne sont en or, alors que les hêtraies sont de rouille aux portes de l'hiver. Sur la glace se dessinent les ailes des oiseaux en migration. Pinsons du Nord, merles et verdiers sont heureux de trouver dans la hêtraie une abondante faînée.
Scène rarement observée. Les mères, pour avoir chaud, creusent des bauges où elles se blottiront avec leurs bêtes rousses. Tant de tendresse chez le sanglier que vous comprendrez maintenant pourquoi je les aime tellement. Ce début d'hiver se montre dans un décor des plus somptueux. Et l'on s'incline avec respect devant les cheveux blancs de la nature. L'année, dans son 4e âge, devient frileuse. Alors elle fait de la neige des manteaux de cachemire et des bonnets de laine. Une harde de suidés comprenant bêtes rousses et bêtes de compagnie vient de quitter la bauge. Sortis des profondeurs de la forêt et du fond des âges, les grands sangliers se mêlent au groupe. Puissants, défenses acérées, imposants mais non menaçants, les monstres sont si près de moi que je n'en crois pas mes yeux. Certains de ces grands ténébreux pèsent au moins 130 kilos. Quelle beauté! Complètement absorbées par le prélude à leurs amours, même les meneuses s'approchent sans trop de crainte. Elles sont si près que je peux voir dans leurs petits yeux toute l'intelligence de ces bêtes qui me séduisent depuis si longtemps. Leurs sens sont tellement développés que j'en arrive à croire qu'ils savent que je ne représente aucun danger. Ainsi, je profite pleinement des circonstances pour les filmer comme je n'avais jamais pu le faire auparavant. J'ai envie de dire à tous ceux qui considèrent le sanglier comme une bête malfaisante, responsable des gros dégâts causés aux cultures, qu'ici, il reste le garant de la forêt de chêne, où il contribue par le fouissage à la germination des glands, sa nourriture de base.
Pour notre grand plaisir, cette famille nous livre les secrets de leur vie intime. Non, vous ne rêvez pas. Ils dorment.